Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes à l'Institut français de Grèce. Ce soir, c'est un grand plaisir d'avoir avec nous en direct de Normandie l'écrivain français Alexis Ragougnon. Je suis Grigoris Bekos, journaliste au Tovima, c'est-à-dire la Tribune en Grèce. Je vais essayer de faciliter, dans la mesure du possible, cette rencontre en ligne avec M. Ragougnon, qui est le deuxième invité du cycle Le mot français, rencontre avec des auteurs francophones à l'IFG. Avant d'accueillir M. Ragougnon, de la part de nous tous et aussi de tous ceux qui nous suivent en ligne, je voudrais bien vous expliquer comment on va mener notre discussion. Je vais poser des questions en grec et l'écrivain répondra en français. Pour la traduction simultanée, comme toujours, en remerciant Madame Eugénie Moutsopoulou. Je voudrais aussi ajouter qu'à la fin de la discussion, nos spectateurs, ils pourront poser leurs questions à Alexis Ragougnon. Vous pouvez poser vos questions sur Facebook et Twitter en utilisant le hashtag IFG Direct ou IFG Direct. Alors, Alexis Ragougnon, bonsoir et bienvenue à l'Institut français de Grèce. Bonsoir. Je vais continuer. Comme je l'ai dit, je vais poser des questions à Alexis Ragougnon en grec et lui me répondra en français. Et là, l'interprète fera la traduction. Il va nous accompagner tout au long de cette rencontre. Namaspite. Monsieur Ragougnon, j'aimerais tout d'abord que vous nous disiez où vous vous trouvez actuellement, où est-ce qu'on vous trouve actuellement, et de nous dire un petit peu comment vous avez vécu toute cette période de la pandémie et comment vous voyez la situation en France à la lumière de cette nouvelle crise qui dure déjà près d'1 an. Et pour être plus succinct, comment vous appréhendez cette situation en tant qu'écrivain, en tant que citoyen, et qu'est-ce qui vous préoccupe davantage par rapport à l'avenir? Bien, actuellement, je suis dans ma famille, chez ma sœur, qui habite à environ 2 heures de Paris, en Normandie. J'ai pris quelques jours pour pouvoir passer du temps avec ma famille. Plus généralement, j'ai passé cette période, l'année écoulée, chez moi en région parisienne. Vous savez, ma vie de romancier est plutôt binaire, c'est-à-dire qu'elle se partage entre les temps consacrés à l'écriture et puis une fois que le roman est terminé et publié, le temps d'échange avec les lecteurs, et ce temps d'échange-là est très important pour moi afin d'avoir un retour et un dialogue possible avec les lecteurs. Lorsque l'épidémie est arrivée, et notamment lorsque nous avons eu en France le premier confinement, c'est-à-dire à peu près à la mi-mars 2020, je terminais justement un cycle de rencontres et d'échanges, puisque j'avais passé plusieurs mois à parler de mon dernier roman qui s'appelle Opus 77, qui était sorti en septembre 2019. J'avais déjà fait beaucoup de rencontres en librairie, environ une 50aine, et il me restait encore, je crois, une 15aine de rencontres à faire. Et tout ceci s'est arrêté brusquement parce que, justement, le gouvernement français a décrété ce confinement, c'est-à-dire que tout le monde devait rentrer chez soi. Donc, la transition a été très abrupte. Et pendant quelques jours, je dois dire que j'ai passé mon temps à regarder ma table de travail. Au début, un petit peu comme une ennemie, parce que je savais que je devais me mettre au travail. Et puis, finalement, au fil du temps, je l'ai reconnue comme une amie, parce que cette table de travail et cette feuille blanche devaient me permettre de retourner à l'écriture d'un nouveau roman que je préparais depuis plusieurs mois. Et donc, j'ai passé le premier confinement et l'été suivant et le deuxième confinement à travailler à mon nouveau roman. Vous savez, à partir du mois de mars,
Et du premier confinement, la presse a souvent demandé aux romanciers, aux écrivains, de s'exprimer sur le confinement comme si nous avions eu une sorte de recette ou de savoir-faire pour aborder ce genre de période. Certains écrivains, parmi les plus connus, ont été sollicités pour écrire un journal de confinement. En général, je crois pas dire de bêtises, pas grand-chose n'est sorti de ce genre d'expérience. Pourquoi ? Parce que je crois que le temps du romancier est un temps long. C'est-à-dire que ce n'est pas au romancier de réagir véritablement à l'actualité. Il faut prendre le temps de passer la réalité et l'actualité à travers un filtre qui est celui de la fiction. Et donc ça prend du temps. Ensuite, il faut aussi le temps d'écrire le roman. Et donc, nos perceptions, en tout cas ma perception du confinement, eh bien, je vais prendre le temps de la peaufiner et éventuellement d'écrire quelque chose dessus. Les questions que je me pose au niveau de la littérature, c'est justement de savoir de quelle façon cette période si particulière sera intégrée à la littérature de demain, mais de l'immédiate, du futur immédiat, des mois qui viennent, des années qui viennent. En tant que citoyen, évidemment, je suis à la même enseigne que tout le monde. Je me pose des questions sur l'avenir, comment l'économie va démarrer. Je suis soucieux des gens qui ont des ennuis de santé, qui ont perdu un proche. Et je crois que j'ai aussi une peine très sincère et très forte pour cette grande construction du XXe siècle humaine qui est l'Union européenne, parce que en ce moment, nous sommes totalement retranchés derrière les frontières nationales. Nous n'avons plus la possibilité de circuler en Europe. Et donc, le temps de quelques mois, j'espère le plus rapidement possible, nous sommes contraints de rester derrière nos frontières. J'espère que ces frontières vont se lever le plus vite possible. Λοιπόν, πρωτού συνεχίσω με τα ερωτήματά μου προς τον Αλέξη. Avant de poursuivre mes questions à Alexis Ragougnon, j'aimerais le prier de se rapprocher un petit peu de son ordinateur, de son laptop, et de parler un peu plus fort peut-être, parce qu'on a un petit problème avec le son que nous allons essayer de régler au plus tôt. Je le remercie beaucoup. Αυτός ο κύκλος Alexis Ragougnon, étant donné que ce cycle de rencontres en ligne qui sont organisées à l'Institut français de Grèce a pour but de nous permettre de connaître les représentants de la littérature française contemporaine, j'aimerais, si vous êtes d'accord, que l'on remonte ensemble aux origines de votre rapport au livre. En quelques termes, donc, comment était Alexis Ragougnon en tant que lecteur avant de devenir un écrivain professionnel, avant de commencer à écrire ses propres textes? Écoutez, c'est une question qu'on ne pose pas si souvent. Et je suis content que vous me la posiez, vous, journaliste grec, parce que l'amour de la lecture et l'importance de la littérature m'est venu enfant par ma mère. Et ma mère était grecque. Elle était grecque d'origine arménienne, mais elle était née à Athènes en 1938. Elle a grandi dans un milieu de réfugiés arméniens très très pauvres. Et elle a eu cette chance, en tout cas c'est toujours comme ça qu'elle l'a décrit, elle a eu cette chance de pouvoir faire sa scolarité dans une école française, dans une école de sœurs, dans un lycée français. Et donc elle a appris à parler le français pendant sa scolarité. Elle a appris à parler le français, je dirais même mieux qu'une Française. Elle a été de ces personnes étrangères qui apprennent le français davantage dans les livres qu'à l'oral. Et donc, elle avait des tournures de phrases qui étaient toujours très soignées. Et elle a eu cette très grande chance d'avoir accès à un endroit auquel elle n'aurait jamais eu accès par le biais de sa famille. Et cet endroit, c'était une bibliothèque. C'était la bibliothèque de son lycée français, de son lycée de sœurs religieuses. Et elle a donc découvert ce lieu comme une espèce de caverne d'Ali Baba, une caverne au trésor. Et pendant toute son adolescence, elle a dévoré les livres. Et ces livres-là
l'ont sorti de sa solitude, elle était enfant unique, et l'ont sorti de sa pauvreté. Cette importance du livre et du roman, qu'elle a découvert notamment à travers des auteurs français, elle me l'a transmise. Moi, je suis né en France, je suis de culture française, je suis né dans un milieu bourgeois. Et pourtant, j'ai reçu de ma mère cette importance que doit prendre le livre, le roman en particulier, quand on a ça comme échappatoire, quand on a le roman comme façon de se tenir debout. C'est donc elle qui m'a transmis cette idée que le roman est quelque chose de fondamental, qu'il est fondamental d'avoir toujours un livre dans sa poche, un peu comme une boussole qui vous permet de garder le cap. Et c'est grâce à elle que je suis devenu un lecteur assez jeune. Voilà. Et au fil de l'adolescence, on lit, et puis vient un moment, vers 18-20 ans, où on a envie de faire ses propres essais. Au début pour imiter les auteurs qui vous touchent. J'ai le souvenir très net que lors de mes premiers essais d'écriture, vers 18-20 ans, je cherchais à imiter le romancier français Antoine Blondin, qui avait une musique très particulière. Et puis, au fil du temps, tout en restant un lecteur passionné, on cherche sa propre voix VOIE et VOIX. Et c'est comme ça qu'on devient un romancier avec le temps. Et La réponse d'Alexis Ragugnot nous a surpris lorsqu'il nous a parlé de sa mère et de son rapport à la lecture. C'était une réponse à laquelle on ne s'attendait pas, mais qui était très intéressante. Je voudrais avancer, Monsieur Ragugnot, et vous dire que vous êtes entré dans le monde littéraire à travers le théâtre. Et je voudrais m'arrêter un petit peu ici parce que ce n'est pas une entrée si habituelle dans le monde des lettres. Et la plupart des gens donc vous ont d'abord connu comme dramaturge. Vous avez publié 12 pièces, si je ne me trompe pas. 8 ont été écrites après 2004. Un grand nombre de ces pièces ont été mises en scène en France et en Suisse. Et j'aimerais qu'on aborde un petit peu ce point. On ne connaît malheureusement pas encore votre théâtre en Grèce et nous espérons pouvoir le connaître dans l'avenir. J'aimerais un peu que vous nous donniez une présentation succincte des influences dramaturgiques que vous avez reçues en tant qu'auteur de théâtre et une idée générale de ce qu'est le théâtre que vous écrivez et que nous verrons, j'espère, aussi en Grèce. Bon, j'ai fait ce choix de m'orienter vers le théâtre qui était ma passion vers l'âge de 24-25 ans. Jusque-là, j'avais fait des études de commerce et j'avais travaillé 3 ans en entreprise, dans le milieu de la communication. Et puis, c'était pas tout à fait ce que je voulais faire de ma vie. Et donc, j'ai fait ce choix d'aller faire une école professionnelle d'art dramatique. Et ça a été une période extraordinaire d'ouverture et d'apprentissage artistique, mais aussi humain. Au fil des années, puisque en fait j'ai consacré ma vie au théâtre pendant pratiquement 15 ans, entre 1999 et 2013, au fil des années, j'ai appris à percevoir un théâtre, c'est-à-dire la salle, comme une espèce de boîte à chaussures. C'est-à-dire comme quelque chose de trop petit pour recevoir tout ce qu'on cherche à y mettre. Le travail du dracomédien, du metteur en scène, essayer de repousser les murs pour essayer de faire rentrer dans cette salle le monde entier. C'est une conception finalement assez shakespearienne des choses. C'est pas par hasard si Shakespeare avait appelé son théâtre le théâtre du globe. Nous cherchons à faire rentrer le monde entier dans une salle et dans l'espace de 2 ou 3 heures. C'est ça que j'ai perçu du théâtre, c'est ça que j'ai compris. Le seul moyen d'arriver à mettre tout ça dans cette boîte à chaussures si petite, c'est d'avoir recours à un certain nombre de conventions, mais surtout
de solliciter l'imaginaire du spectateur. Il s'agit, quand on travaille au théâtre, de passer un pacte avec le spectateur, qu'on soit auteur, comédien ou metteur en scène. Et ce pacte consiste à dire au spectateur, cher spectateur, il va falloir que tu fasses travailler ton imaginaire, sinon on n'y arrivera jamais. Sinon, ces décors en bois et en carton-pâte que tu vois sur scène n'évoqueront jamais ce qu'on cherche à évoquer. Il y a cette pièce de Shakespeare qui s'appelle Henri V, dans laquelle un personnage entre au début du texte, au début de la pièce. Ce personnage s'appelle le cœur. Et il va s'adresser au spectateur. C'est quelque chose auquel Shakespeare a souvent recours. Le cœur va dire au spectateur, cher spectateur, nous allons te raconter l'histoire du roi Henri V et de la bataille d'Azincourt. Nous allons donc mettre en scène deux armées, l'armée française et l'armée anglaise, qui vont s'affronter sur ce plateau de théâtre. Et pour que ça puisse fonctionner, et là je cite Shakespeare, pour que ça puisse fonctionner, je te demande, spectateur, de diviser chaque homme en 1000, chaque acteur en 1000, pour créer une armée imaginaire. Cette espèce de mode d'emploi du théâtre, c'est quelque chose que j'ai compris et retenu très vite, et j'ai essayé systématiquement dans mon œuvre théâtrale de rechercher cette complicité avec le spectateur, c'est-à-dire de fuir tout réalisme. Et une fois cette complicité établie, une fois le mode d'emploi clairement établi, alors on peut partir très loin dans l'imaginaire. Et on peut tout représenter au théâtre. Et on peut en effet faire rentrer le monde entier dans cette boîte à chaussures. Comment est-ce qu'on peut représenter une usine, une tempête, une bataille au théâtre sur un plateau avec des moyens si pauvres qui sont ceux du théâtre? Eh bien, c'est justement en faisant travailler l'imaginaire du spectateur. Ça a toujours été ma ligne directrice et j'ai souvent écrit des pièces qui s'inspiraient de faits historiques, mais toujours avec un éclairage sur la période contemporaine. Les faits historiques permettaient d'apporter un certain éclairage sur notre période contemporaine. À titre d'exemple, j'ai écrit une pièce qui s'appelle Kaiser, qui raconte la naissance des grands abattoirs de Chicago à la fin du 19e siècle, à partir de 1870. Dans ces usines à Chicago, on a inventé, mis en pratique pour la première fois, le travail à la chaîne. On pense souvent que c'est Henry Ford qui a expérimenté le travail à la chaîne, mais en réalité, non. Henry Ford, quand il était jeune, a visité les abattoirs de Chicago, qui étaient donc une espèce de grande chaîne de désassemblage des êtres vivants. Et Ford a été tellement fasciné par cette visite qu'il a décidé d'adapter ce concept à l'assemblage de ses voitures. Moi, j'ai écrit cette pièce Kaiser qui raconte donc l'histoire de ces grands abattoirs parce que quelque part, c'est la naissance du XXe siècle qui se fait dans un seul lieu et à une certaine époque. Voilà. Le fait de pouvoir regrouper toute l'histoire du XXe siècle, en tout cas toute l'histoire de sa naissance dans un seul lieu et à travers un certain nombre de personnages, justement, ça, c'était quelque chose que je pouvais faire au théâtre, lieu clos, lieu limité, à partir du moment où j'avais sollicité l'imaginaire du spectateur. Voilà un exemple. Alexis Ragugnot, vous nous avez pleinement répondu à nos questions et nous comprenons la passion que vous avez pour le théâtre. Et comme je voudrais établir une passerelle, jeter un pont sur les autres thèmes que l'on va aborder, je voulais vous demander qu'est-ce qui vous fascine tant dans l'écriture théâtrale ? Parce qu'il s'agit d'un texte d'un genre particulier, principalement fondé sur le dialogue, avec toutes les conventions que cela implique. Et je me demande si ce type d'écriture a rendu plus facile votre entrée dans le monde de la prose. Ce qui me fascine au théâtre, voyons, vous êtes spectateur.
Vous arrivez de chez vous, vous arrivez de votre travail, vous vous asseyez dans une salle, les lumières s'éteignent, d'autres lumières apparaissent sur le plateau, là devant vous. Et qu'est-ce qui se passe? Un homme ou une femme entre sur le plateau. Il est costumé. Si on regarde bien, on voit qu'il est maquillé, parfois perruqué. Et qu'est-ce que cet homme, cet acteur, va faire pour commencer? Bien, il va se mettre à parler. Et il va se mettre à parler pas n'importe comment, il va se mettre à parler trop fort. Pourquoi? Pour une raison très simple, on doit pouvoir l'entendre jusqu'au dernier rang de la salle. C'est une convention théâtrale. L'acteur apprend, dans toutes les écoles de théâtre, à projeter sa voix. Et il est revêtu d'un costume. Parfois, il est masqué, il est maquillé, entouré de décors en carton-pâte ou en bois. Le théâtre, c'est le royaume du faux. Et pourtant, et c'est ça qui me fascine dans le théâtre, et pourtant, malgré tous ces codes, malgré toutes ces conventions, on arrive au théâtre à atteindre une forme de vérité, une forme de liberté dans la façon d'exprimer la vie qu'on n'atteint pas forcément en dehors du théâtre, c'est-à-dire entre guillemets dans la vraie vie. C'est ça qui m'a toujours fasciné au théâtre. L'usage du masque, j'entends le masque au sens large, c'est-à-dire toutes ces conventions, le costume, parler trop fort, travailler avec son corps, chorégraphier les choses. Toutes ces conventions-là et ces masques qu'on porte, paradoxalement, permettent de libérer un certain nombre de choses qu'on a en soi, permettent de partager un certain nombre de choses avec les spectateurs et donc d'atteindre une forme de vérité qu'on n'atteint pas forcément dans la vraie vie. Pour dire les choses autrement, j'ai parfois l'impression que dans la vraie vie, à l'extérieur du théâtre, portons des masques plus épais que sur une scène de théâtre. J'ai parfois l'impression que dans la vraie vie, nous cherchons à être aimés, nous cherchons à avoir l'air intelligent, à être beau, etc. Et nous avons du mal à être nous-mêmes. Eh bien moi, j'ai toujours senti que sur un plateau de théâtre, j'arrivais davantage à libérer les choses. En tant qu'acteur, c'est ensuite ce que j'ai essayé de mettre en tant qu'auteur de théâtre texte. Et pour répondre aussi à la fin de votre question, Monsieur Bécos, c'est aussi ce que je continue à essayer de mettre dans mes romans aujourd'hui. Le théâtre a été mon école d'écriture dramaturgique, bien sûr, mais aussi mon école d'écriture romanesque. J'ai eu aussi cette très grande chance de pouvoir très fréquemment travailler avec les acteurs qui montaient mes pièces. Soit parce que je mettais en scène moi-même mes premiers textes, soit ensuite parce que d'autres metteurs en scène ont pris le relais et ont commencé à monter mes textes. J'ai pu travailler avec ces acteurs qui essayaient d'incarner mes personnages sur une scène. Moi, j'avais inventé des personnages dans ma tête et je voyais devant moi une équipe de comédiens essayer de donner chair à quelque chose que moi j'avais imaginé. Ça a été une très bonne école parce que je voyais au cours des répétitions, parfois, les acteurs bloqués sur une phrase, sur un geste que j'avais indiqué dans mon texte. Et à ce moment-là, je comprenais que le fil de pensée du personnage avait été rompu, que j'avais en quelque sorte raté un virage ou raté une pièce dans la construction de mon personnage. Quand je voyais l'acteur avoir des difficultés avec un passage du texte, je comprenais que j'avais raté, que j'avais rompu le fil de pensée. Ça, c'est une leçon d'écriture qui me reste encore aujourd'hui. Un personnage, c'est une pensée et c'est un corps, c'est-à-dire un corps qui a des sensations physiques. Et ça, j'essaie toujours de le faire passer dans mes personnages, y compris romanesques.
j'avance parce que j'ai beaucoup de questions à poser à Alexis Ragugnot. Vous avez commencé à publier des œuvres en prose, Monsieur Ragugnot, en 2014. Et c'est l'année où est paru votre premier roman policier sous le titre La Madone de Notre-Dame. Et je montre ici aux lecteurs grecs, lecteurs et lectrices grecs, ce livre est paru en grec dans une traduction de Konstantinos Kostoyanopoulos aux éditions Stéréoma. Je voudrais m'arrêter concernant ce livre sur le point suivant. Les personnages sont manifestement fictifs, cela est évident dans le cas d'un roman. Toutefois, le lieu de ce roman est un lieu réel et un lieu très sacré qui est transformé par Alexis Ragugnot en scène de crime. Un lieu sacré et emblématique transformé en scène de crime. Avant donc de poser toute autre question, j'aimerais demander pourquoi, Monsieur Ragugnot, vous avez choisi Notre-Dame de Paris? Parce que je vous pose cette question parce que cette cathédrale, on pourrait, je crois, tous ceux qui avons lu votre livre, qualifier la cathédrale de protagoniste de votre livre. D'après vos descriptions, vous semblez être familiarisé à ce lieu, à ce site. Oui, vous avez raison. Il y a une raison assez simple. Je connais très bien cet endroit parce que j'y ai travaillé. En 2008 et 2009, justement quand j'écrivais pour le théâtre, j'ai eu à un moment donné des soucis parce que le théâtre ne me nourrissait pas, ne me permettait pas de payer mon loyer. Et donc pendant cette période 2008-2009, j'ai travaillé à temps partiel en tant que surveillant à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et donc, mon travail consistait à faire en sorte que ça se passe bien entre les deux types de populations qui fréquentent cette cathédrale, à savoir les fidèles qui viennent pour prier et les touristes. En été, 50 000 visiteurs par jour qui traversent cette cathédrale. Et mon travail principal consistait à surveiller les messes, faire en sorte que le calme règne dans la cathédrale et que les messes puissent se dérouler sans problème. J'écoutais donc les messes toute la journée. Il y en avait plusieurs par jour, entre 8 heures du matin et 8 heures du soir. Et à force de répétition, eh bien, j'ai compris que cette histoire qu'on racontait dans cette cathédrale, qui est une sorte de grand théâtre, sur la scène duquel on raconte une seule histoire, celle du Christ. J'ai compris que cette histoire mettait en scène l'affrontement du bien contre le mal, le péché, la rédemption. Et j'ai eu assez tôt envie de raconter une histoire se déroulant dans la cathédrale. Mais je voulais pas que ce soit une pièce de théâtre, justement parce que cette cathédrale, je l'apercevais comme un vaste théâtre. J'avais peur qu'écrire une pièce de théâtre sur un théâtre, ce soit trop redondant. Et en écoutant ces messes, en écoutant cette mise en scène de l'affrontement du bien contre le mal, je me suis dit, tiens, finalement, c'est un petit peu la même chose que dans un roman policier. Et c'est de cette façon que j'ai accepté l'idée que j'allais écrire un roman policier, moi qui n'étais pas du tout spécialiste du genre et qui n'avais jamais essayé d'en écrire un. Ensuite, je dois dire qu'il y a un endroit dans cette cathédrale, un endroit spécifique, qui m'a beaucoup frappé, beaucoup marqué. C'est une chapelle qui est au fond de la cathédrale, qui s'appelle la chapelle de la Maquette. Pourquoi ? Parce que dans cette chapelle, il y a une assez grande maquette qui doit faire à peu près 2 mètres de haut, une très belle maquette de Notre-Dame de Paris. C'est-à-dire que dans cette grande cathédrale, vous avez un modèle réduit. L'impression de voir une poupée gigogne. Vous savez, les poupées russes. J'avais l'impression de voir la petite cathédrale et encore la grande cathédrale. Mais ça ne s'arrêtait pas là, cet effet gigogne, cet effet de poupée russe. Autour de la cathédrale, je voyais Paris. Et autour de Paris, je voyais la France tout entière.
Ce que je veux dire, c'est que à passer mes journées dans cette cathédrale, je voyais bien qu'il y avait des conflits, des discussions politiques, philosophiques, religieuses évidemment, des affrontements. Et ces affrontements-là, ces échanges-là, ces discussions-là, me paraissaient tout à fait représentatifs de ce qui se passait à l'échelle de notre pays tout entier, notamment sur les questions religieuses. Et donc je me suis dit, cette cathédrale-là est un théâtre, justement, d'une certaine façon, je retournais à ma petite boîte à chaussures, est un théâtre où raconter un certain nombre de tensions qu'on peut rencontrer dans la société française tout entière. J'avais mon décor et j'ai ensuite trouvé mes personnages. Peut-être qu'on en parlera un petit peu plus tard. Monsieur Ragugnot, je pense à l'intrigue de la Madone de Notre-Dame. C'est le 16 août, c'est le lendemain de la célébration de l'Assomption de la Vierge et c'est là que se révèle le crime devant la chapelle Notre-Dame des Sept Douleurs. La victime, pour présenter un petit peu l'intrigue à nos amis qui nous suivent, la victime est une femme vêtue en blanc que l'on retrouve morte, assassinée, dans l'enceinte de la cathédrale. Son vagin est scellé avec de la cire d'un vierge, ce qui renvoie à la logique perverse du meurtrier qui a voulu en quelque sorte rétablir la virginité d'une pécheresse, pourrait-on dire. Les suspects dans le livre, on part d'un suspect, mais on constate qu'en réalité, il y en a plusieurs. Et on voit finalement que ce crime, c'est un duo étrange qui est appelé à l'élucider. L'archiprêtre de l'Église, le père Kern, qui joue ainsi le rôle d'un détective anticonformiste, et une jeune procureure, Claire Kaufmann. Monsieur Ragugnot, je suppose que d'une part, vous aviez affaire avec les conventions de ce genre, c'est-à-dire du roman noir, et d'autre part, vous aviez, je crois, une envie de toucher un peu à ces conventions à travers ce livre. Et ma question est de savoir comment vous avez pu concilier ces deux éléments. Oui, vous avez tout à fait raison. C'était le premier roman policier que j'écrivais et les premières pages de ce roman sont volontairement très clichés. C'est-à-dire que je mets en scène, vous savez, une scène de crime, une scène de police scientifique, comme on trouve parfois dans les mauvaises séries télévisées, avec des types en blanc et des projecteurs. Et puis vous avez deux flics, deux policiers. Et là encore, on est très cliché. Il y a le vieux roublard, le vieux flic expérimenté, et puis le jeune un peu plus naïf qui apprend. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Pour jouer avec les codes. C'est exactement ce que vous dites. Pour jouer avec les codes et pour engager le lecteur sur un terrain connu, ou plutôt sur un terrain qu'il croit connaître. Je voulais que le lecteur, sur les premières pages de ce roman, ait la sensation d'être confortablement assis à bord d'un train qui roulait sur des rails rectilignes. Et puis, à un moment donné, assez rapidement quand même, arrive ce personnage que vous évoquiez, le personnage du père Kern. Le père Kern est un prêtre de la cathédrale Notre-Dame de Paris, mais pas n'importe lequel. C'est un homme qui fait 1m48, qui pèse 45 kilos, qui a eu une maladie de croissance, qui est quelque part assez monstrueux, et dont le métier et la passion, c'est d'être prêtre, c'est-à-dire de faire preuve d'empathie. Et on réalise assez vite que c'est lui qui va devenir le personnage principal du roman, et c'est lui qui va mener l'enquête. En d'autres termes, je passe avec le lecteur un pacte, un petit peu comme j'avais l'habitude de le faire au théâtre,
Simplement, cette fois, je dis au lecteur, voilà, tu pensais être engagé sur des rails, tu pensais savoir dans quel roman policier tu t'engageais, et finalement, non. Je te présente un personnage et c'est lui qui va mener l'enquête, mais il va pas du tout mener l'enquête à la façon d'un policier, et on va s'éloigner des clichés du genre, parce que le père Kern, évidemment, ne va pas mener l'enquête à la façon d'un flic, mais il va le mener à la façon d'un prêtre, c'est-à-dire à la façon d'un confesseur. Ce personnage du père Kern, je l'ai en fait inventé en lisant un essai très ancien, qui date des années 20, qui est un essai sur le roman policier, probablement l'un des premiers essais sur le roman policier. Et il a été écrit par un philosophe et critique de cinéma qui s'appelait Krakauer, en allemand. Et dans cet essai, Krakauer faisait un parallèle passionnant entre, d'une part, le commissariat, le policier, et d'autre part, l'Église, le prêtre. Parce qu'il disait dans les deux cas, le prêtre et le policier sont là pour libérer la parole d'un pécheur en quête de rédemption. À la lecture de ce roman, j'ai compris que je devais regrouper les deux personnages en un, c'est-à-dire l'enquêteur et le prêtre, et c'est comme ça que j'ai imaginé et conçu le père Kern, qui est le personnage principal du roman. J'aimerais, Monsieur Ragugnon, parler de deuxième roman policier que vous avez écrit, mais le temps passe très vite et de façon très agréable, bien sûr. Mais comme nous avons aussi d'autres, deux autres de vos livres qui ont été traduits en grec, et je veux rappeler aussi à tous ceux qui nous suivent en ligne de pouvoir envoyer leurs questions sur le hashtag IFG Direct. Et j'avance et je vais vous montrer un livre intitulé Niels. Je le montre ici. Je montre la traduction en grec aux éditions Stereoma, traduit par Manolis Pimblis. Et ce nom est donc d'origine scandinave. Monsieur Ragugnon, en 2020, 2 de vos livres ont paru en grec. Et cela est très rare, je dois vous dire, pour un écrivain. Le roman Niels a été sélectionné pour le prix Goncourt 2017 et vous avez c'était donc une reconnaissance importante de votre roman. C'est un travail très intéressant parce que vous essayez de vous immerger dans une atmosphère sombre et suffocante de toute une période, la période de l'occupation et de la résistance en France. C'est un livre, chers amis, qui concerne des héros, des collabos, mais aussi la transition de l'après-guerre. Vous, toutefois, vous mettez l'accent sur le monde du spectacle et le monde intellectuel aussi, je dirais. Et ma question est très précise. Pourquoi est-ce que vous vous décidez à ce moment donné de remonter en arrière en 2017, donc d'aller, de retourner vers cette période? Euh, J'aimerais donc savoir un petit peu comment vous avez décidé d'établir le lien entre ces deux périodes. Bon, c'est une période qui m'intéresse justement parce que c'est une période de faux semblants, de masques, de costumes. C'est une période où on ne savait pas qui avait fait quoi pendant la guerre. Et là, je parle de la période de la fin de la guerre, 1944 en France, c'est-à-dire l'épuration, la période des règlements de compte. C'est une période où vous pouviez avoir un homme vêtu d'un magnifique uniforme de résistant, avec des médailles plein la poitrine, et comprendre que cet homme-là, 6 mois plus tôt, travaillait pour Vichy, c'est-à-dire pour le gouvernement collaborationniste. C'était une période de chaos, une espèce de théâtre de l'absurde. Et
en tant qu'ancien homme de théâtre et en tant que romancier actuellement, cette période-là ne pouvait que me passionner. Et c'est précisément la raison pour laquelle j'ai situé le roman en 1944 et dans le milieu du théâtre. Niels, le personnage principal, est un metteur en scène danois, mais qui a travaillé beaucoup en France avant la guerre. Et il a notamment noué une amitié extraordinaire avec un auteur de théâtre français qui s'appelle Jean-François Canonnier. Vient la guerre, Niels retourne au Danemark, il devient résistant, il devient un héros au Danemark. Et à la fin de la guerre, il apprend que parallèlement, en France, son ami Jean-François, lui, s'est corrompu dans la collaboration. Donc, il va revenir dans le Paris de 1944 et essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec son ami et pourquoi il a basculé du mauvais côté. Évidemment, je n'ai pas vécu cette période et on a beau se documenter le plus possible, on cherche comment donner de la chair à ces personnages et à son histoire. Le moyen que moi j'ai trouvé, c'est justement de parler de mon expérience à moi, c'est-à-dire mon expérience d'homme de théâtre, et donc d'inventer une histoire entre deux amis qui étaient des gens de théâtre. Et pour tout vous dire, mon meilleur ami, il s'appelle pas Niels, mais il est danois, et il est metteur en scène, et nous avons travaillé ensemble pendant des années, et donc d'une certaine façon, j'ai projeté le personnage de Niels en lui, et moi, je me suis projeté en tant qu'auteur de théâtre français dans le personnage de Jean-François Canonnier. Libon. J'aimerais lire deux lignes du roman Niels de Alexis Ragougnaud, la page 286 de l'édition grecque, où l'écrivain dit « Les Français sous l'occupation avaient été à l'image de leur théâtre national, plein de contradictions, de bravoure autant que de lâcheté, d'opportunisme autant que d'abnégation. » Et c'est quelque chose qui vaut dans une large mesure pour tous les pays qui ont vécu des circonstances historiques semblables. Et Monsieur Ragougnaud, le personnage central, donc Niels, dit à un moment que quoi que j'ai fait durant la guerre, c'est au moment où deux inquisiteurs théâtraux l'interrogent, Niels dit « Quoi que j'ai fait durant la guerre, je ne suis pas en mesure de juger quiconque, ni Jean-François, ni personne d'autre. » Jean-François est le dramaturge qui fait face à la peine capitale parce qu'il est accusé de haute trahison. J'arrive à ma question, enfin, et je dis que ici, votre personnage dévoile en quelque sorte les intentions de son créateur. Quel était votre objectif ? C'était de mettre en évidence la complexité d'une circonstance limite, à savoir la guerre, mais aussi les alternances du comportement humain dans un tel contexte. Et je vous pose la question parce que, comme vous décrivez cela très bien, vous ne voulez en fait ni justifier quiconque, ni réhabiliter quiconque, à partir de Louis Jouffé jusqu'à Louis Ferdinand Céline ou Brasillac, et vous ne voulez non plus ni justifier ni réhabiliter vos personnages de fiction. Finalement, en dernier ressort, qui va les juger, Monsieur Ragougnaud? Ces personnages historiques réels, qui va les juger? Je ne sais pas qui doit les juger, mais en tout cas, ça n'est certainement pas à l'auteur de le faire. Et je crois qu'un roman n'est pas un tribunal, un roman n'est pas une cour d'assises. Il y a justement des tribunaux et une loi pour juger les gens. Le travail du romancier, et là je vous parle vraiment de ma conception du roman au sens large, le rôle du romancier, c'est de comprendre ces personnages sans les juger. À partir du moment où un romancier commence à juger ses personnages, alors il écrit des clichés. Il ne peut plus les défendre, il ne peut plus les comprendre.
Vous posez cette question, est-ce que c'est au lecteur de juger les personnages? Éventuellement, moi je n'ai pas d'avis là-dessus. Mais en tout cas, mon travail à moi en tant que romancier, c'est de comprendre, y compris les personnages de Salo, et peut-être même encore plus les personnages de Salo. Attention, comprendre un personnage ne veut pas dire l'excuser s'il a mal agi. C'est une nuance très importante. Mais comment faire en sorte de comprendre les mécanismes qui amènent à l'abjection, qui amènent au mauvais choix moral? Comment comprendre ces mécanismes-là si on n'arrive pas à comprendre ceux qui ont mal agi? Si on n'arrive pas à faire ce travail d'empathie envers eux? Je crois justement que c'est le travail du romancier de faire ça, peut-être même davantage que le travail de l'historien, parce que le romancier doit se mettre à hauteur d'homme. Vous savez, c'est une expression qu'utilisait beaucoup Georges Simenon, que j'admire beaucoup. Georges Simenon, si on en revient au roman policier, a apporté cette question essentielle au roman policier qui n'existait pas tellement avant lui, la question pourquoi? Pourquoi tel personnage a agi de la sorte? Pourquoi il a tué? Avant cela, on était plutôt sur la question comment. Comment le criminel est entré dans la pièce alors qu'elle était fermée à double tour? Est-il ressorti par la fenêtre ou par la cheminée? Simenon, non, s'intéressait plutôt à cette question beaucoup plus importante. Pourquoi tel personnage agit de telle ou telle façon? C'est une question essentielle qui est la question du roman. Comprendre, mais sans juger. Il se trouve que c'est une question qu'avait abordée un très grand acteur français. J'avais assisté à une présentation de lui quand j'étais tout jeune à l'école de théâtre. Et cet acteur devait jouer une pièce de Thomas Bernhardt qui s'appelait Avant la retraite, et il jouait le rôle d'un officier SS. Et le journaliste qui l'interviewait lui avait demandé « Mais comment avez-vous fait pour incarner ce personnage de Salo ?» Et ce vieil acteur français avait dit « Moi, ma façon d'incarner ce personnage, c'est d'essayer de le comprendre sans le juger. Parce que si je me mets à le juger, je ne peux plus faire mon travail de comédien. » Je n'ai jamais oublié ça et je crois que c'est une recette que j'utilise encore aujourd'hui dans mon écriture. Yvonne, Si vous me permettez un commentaire, c'était une réponse excellente à une question qui consistait à savoir quelle est la réalité et quelle est la tâche, le devoir d'un écrivain qui écrit aujourd'hui concernant la période de l'occupation en France. J'aimerais qu'on avance un petit peu et vous montrer le troisième livre d'Alexis Ragougnaud, paru en grec. Et c'est ce roman, sous le titre Opus 77, aux éditions Plétron, traduction de Vassilis Patsogiannis, paru en 2020 en Grèce. Ici, les protagonistes sont une famille de musiciens. Il y a le père Klesens, qui est maestro, chef d'orchestre, son fils David, violoniste, et sa fille Ariane, pianiste, et qui très célèbre à ce moment-là. Et il y a Yaël, la mère, qui est soprano. Et la question que je veux poser à Alexis Ragougnaud, c'est pourquoi vous avez décidé, comme dirait Tolstoï, de nous raconter de cette façon l'histoire d'une famille malheureuse à sa façon, Monsieur Ragougnaud. Parce que le décor de mon roman, c'était la musique classique. Et en particulier, ce concerto opus 60 de Shostakovich, qui est son premier concerto pour violon. Mais la musique est un langage en soi. C'est-à-dire que je ne voulais pas faire le commentaire de ce concerto. Je ne voulais pas essayer de trouver des mots qui soient redondants par rapport à cette musique qui existait par elle-même. La musique existe par elle-même. Pour créer une émotion, il n'y a pas besoin de passer par les mots. Il suffit d'écouter la musique. En d'autres termes, je ne voulais pas faire le commentaire de l'œuvre de Shostakovich. Je ne voulais pas faire un travail de musicologue, mais de romancier. Et donc,
j'ai plutôt essayé d'abord de comprendre les émotions très fortes que j'avais eues à l'écoute de ce concerto, que j'ai écouté pendant une bonne vingtaine d'années avant d'écrire dessus. Et ensuite, j'ai essayé de transformer ces émotions et d'utiliser les outils du romancier pour créer une histoire. Et ça a donné une histoire de famille. Pour dire les choses un peu plus, Shostakovich, dans son concerto pour violon, raconte l'histoire de son enfermement dans la dictature stalinienne. Il raconte l'histoire de son affrontement avec Staline. Lui est incarné par le violon, ce petit instrument assez fluet. Et la dictature, c'est l'orchestre qui est tout autour, qui est très chargé en basse. Moi, je suis né en France. Je n'ai pas connu la dictature stalinienne. J'ai essayé de trouver un équivalent. Et je me suis dit qu'on pouvait aussi trouver des formes de dictature dans des cellules beaucoup plus réduites, beaucoup plus petites, la cellule familiale. C'est donc aussi la raison pour laquelle j'ai essayé de faire un travail d'équivalence et d'aller-retour entre l'Union soviétique de Shostakovich des années 50 et la France ou la Suisse, puisque l'essentiel de mon histoire se passe en Suisse, en tout cas un pays occidental aujourd'hui en pleine démocratie. Λοιπόν, ο Αλεξή Ραγκουνιό μπήκε Alexis Ragonio est entré dans l'essence même de ce livre. Et ce qui est intéressant avec cette trame romanesque, c'est que cette œuvre de Dimitri Shostakovich s'imbrique avec l'histoire d'une famille et la façon dont elle essaye de ne pas se diluer. Mais pour cela, il faudra lire le livre. Et on me dit qu'il y a une question du public qui est adressée à Alexis Ragonio. Bonsoir à tous, à Athènes, à Volos et à tous ceux qui nous suivent. J'ai une question de notre amie Fanis qui, se référant à la première réponse de Monsieur Ragonio concernant la vie de sa mère en Grèce, demande si Monsieur Ragonio lui-même parle le grec. Alors, la réponse est non, je l'ai un peu parlé étant enfant, puisque jusqu'à l'âge de 7 ou 8 ans, j'ai vécu non seulement avec mes parents, donc avec ma mère grecque, mais aussi avec mes grands-parents arméniens. Et mes grands-parents arméniens, notamment avec mon grand-père, mon papou, j'avais une très grande complicité et je parlais grec avec eux, mais j'ai parlé grec avec eux à la façon d'un petit gamin de 7 ans, 8 ans. Et ensuite, ils sont retournés en Grèce et j'ai totalement cessé de parler grec. Donc, comme je n'avais pas appris l'alphabet, comme je ne savais pas le lire, je l'ai assez vite oublié. Si je retourne en Grèce aujourd'hui, je comprends quelques mots, mais je suis bien incapable de m'exprimer en grec. Κύριε Ραγκουνιό, δεν ξέρω αν το καταλάβατε, αλλά εφόσον Monsieur Ragonio, puisque vous nous avez parlé d'un lien avec la Grèce, vous voyez que les spectateurs ou les auditeurs fonctionnent comme des détectives et veulent en apprendre davantage. J'aimerais m'arrêter sur un nom d'écrivain que vous avez mentionné, qui me plaît beaucoup et à beaucoup aussi d'autres personnes, à savoir Georges Simenon. Et je voudrais demander, en ce qui concerne le roman policier, et je pense qu'on peut y revenir, parce que la France et la littérature francophone a une très riche tradition. Pensons à Georges, à Jean-Claude Izzo et à Machette, et cette tradition, à Jean-Patrick Manchette. Et je voudrais savoir si le roman noir a quelques avantages par rapport aux autres types de prose sur lesquels vous travaillez.
Honnêtement, je ne fais pas une très grande différence entre le roman policier et le roman tout court. C'est-à-dire que même au cours de ces années où j'ai écrit du roman policier, j'essayais avant tout d'écrire un bon roman. C'est-à-dire un roman qui soit, encore une fois, en empathie avec ses personnages. Donc on dit souvent que le roman noir a cette fonction de faire un portrait social d'une période ou d'un pays. Oui, c'est vrai, mais je crois que c'est la fonction de tout roman, puisque, revenons à Simenon, le rôle du romancier est de se mettre à hauteur d'homme, et donc, à travers un pour particulier d'être humain, d'homme ou de femme, de trouver une trajectoire qui sera symbolique, qui représentera une société, une époque, une période, éventuellement un pays. Αυτό με οδηγεί να Cela me conduit à vous demander, monsieur Gugno, à propos de votre deuxième roman policier, qui n'est pas paru encore en grec, et je dois dire que vos livres en France sont publiés aux éditions Viviane Ami, et je parle donc de l'Évangile pour un gueux. J'essaye de le traduire un peu en grec. Dans ce livre, au cœur de ce livre, il y a le monde des marginaux, les déshérités de la société. Et dans la victime, en l'occurrence, est Mousse. Et on retrouve ce duo, le père Kern et Claire Kaufmann. Et à partir donc de ce livre, qui est un roman policier, mais peu importe, la question de la littérature qui se pose et de la politique, de la société, c'est-à-dire dans quelle mesure la littérature est encore assez forte pour présenter la société et la politique d'une façon qui peut nous permettre de l'appréhender, de la comprendre et de comprendre le présent. Oui, encore une fois, je crois que la littérature a ce rôle essentiel de se mettre à hauteur d'homme, et donc elle apporte une compréhension de notre monde et de notre société qui est nécessairement complémentaire à la connaissance que peuvent nous apporter les médias, par exemple. C'est pas du tout la même focale si on parle en termes photographiques ou cinématographiques. Le roman va travailler en gros plan, c'est-à-dire qu'il va se focaliser sur un personnage, le personnage principal, éventuellement sur des personnages secondaires, mais toujours pour comprendre par le biais des émotions, pas tellement par le biais social, économique, etc. Moi, quand j'écris, j'ai toujours peur. Vous savez, j'ai toujours peur d'écrire des personnages qui manquent de chair. Donc, je pense toujours à leurs émotions, y compris à leurs émotions physiques, etc. Et d'une certaine façon, dresser le portrait d'une société, ça se fait par le biais des personnages et ça se fait de façon indirecte. Et c'est exactement ce que j'avais essayé de faire dans ce roman, Évangile pour un gueux, qui, en effet, a une connotation plutôt sociale, puisqu'il s'agit d'étudier un groupe de sans-abri, de clochards, qui, au moment de Noël, vont investir et occuper la cathédrale Notre-Dame de Paris au nom de ce qu'on appelle en France le droit au logement. Et donc, le père Kern va accueillir dans la cathédrale cette douzaine de clochards. Et tout autour de la cathédrale fermée à clé vont s'agiter la police, les politiques, les médias. Et oui, c'est vrai, cette histoire permet d'une certaine façon de mettre en scène un certain nombre de tensions politiques et religieuses auxquelles nous assistons dans notre pays. Λοιπόν, και το τελευταίο ερώτημα.
Dernière question, et cela fait donc 1 heure qui est passée sans qu'on s'en rende compte. Dernière question, Monsieur Ragugno, est-ce que vous écrivez quelque chose actuellement et qu'est-ce que vous écrivez, si on peut vous demander? Oui, donc j'ai commencé à écrire mon nouveau roman eh bien, en mars 2020, c'est-à-dire au moment du premier confinement. Je le préparais déjà depuis plusieurs mois avant. Et c'est un roman qui met en scène les rapports entre la politique et l'histoire. Donc finalement, c'est aussi une forme de synthèse de toutes mes recherches ces dernières années. Ou pour dire les choses un peu plus concrètement, comment la politique manipule et réécrit l'histoire à des fins électorales. Λοιπόν, πάρα πολύ ενδιαφέρον. C'est très intéressant. Sur ce point, je dois vous dire qu'on est arrivé à la fin de notre rencontre en ligne. Mais Alexis Ragugno, nous vous remercions beaucoup de votre présence dans cette rencontre en ligne et nous espérons qu'une fois que toute cette pandémie terminée, nous pourrons vous voir ici à Athènes à l'occasion de votre prochain livre. Nous vous remercions du temps que vous nous avez consacré. Merci, Monsieur Bécos, pour l'invitation de l'Institut français de Grèce. Ευχαριστώ πολύ. Ορίστε. Σας έκανε τη χάρη ο Αλεξή Ραγκούνιο και είπε... Alexis Ragugno nous a dit Efcharisto en grec. Merci en grec. Chers amis, merci d'avoir été avec nous ce soir et nous vous invitons à notre prochaine rencontre en ligne de ce cycle Les mots français au mois de mars. De nous tous ici, de l'auditorium Angelopoulos à l'Institut français d'Athènes. Bonne soirée.